voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Dans l'espace comme ailleurs, il faut une propulsion pour se déplacer. Ce qui a profondément changé les conditions d'accès à l'espace, c'est l'introduction de la propulsion spatiale. La propulsion spatiale se base sur un principe très simple, celui de l'action-réaction. Le billard cosmique est une séquence de frôlements planétaires, de manœuvres par assistance gravitationnelle et survol planétaire. Mais avant d'en arriver là, commençons par le début, par la propulsion chimique. Une explosion qui provoque une violente détente de gaz dans une chambre de combustion. Le tout s'échappe par un divergent, ce qui entraîne le phénomène d'action-réaction. Découverte par les Chinois au IXe siècle, la poudre fut longtemps l'unique agent propulseur chimique. Elle a toujours un rôle à jouer lorsqu'une poussée brève et puissante est nécessaire. Néanmoins, le spatial a aussi besoin de puissance plus contrôlée, plus précise. Pour un lanceur qui a besoin de tonnes et de tonnes de poussée, les propergols utilisés sont des combustibles dits cryogéniques, typiquement de l'oxygène et de l'hydrogène, refroidis à de très basses températures, au point de les rendre liquides. Une fois combinés, ils vont produire une réaction exothermique et grâce à un divergent, on va obtenir la poussée dont nous avons besoin. La salle des tests de propulsion de l'ESTEC, le centre de technologie spatiale de l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas. On y teste une nouvelle génération de propulseurs qui sont classés dans la catégorie des moteurs de propulsion dite électrique. C'est le mode de propulsion du satellite lunaire européen Smart One. Smart One était propulsé par un moteur à plasma, un moteur électrique qui fournissait une poussée de 5 grammes. 5 grammes, c'est 2 fourmis qui cheminent sur une feuille de papier ou encore un souffle très doux sur la paume de ma main. Il est quand même intéressant d'imaginer que grâce à ce souffle, un satellite de 350 kg comme Smart One a pu aller d'une orbite terrestre à celle de la Lune et rester en orbite lunaire plusieurs mois pour remplir sa mission scientifique. Comment une si faible poussée a-t-elle permis un tel voyage? Simple, les moteurs à propulsion dite chimique ont une forte mais brève poussée. L'engin spatial continue sur sa lancée à vitesse constante tandis que le moteur électrique pousse sans arrêt dans le vide spatial, donc accélère sans arrêt. Je peux vous montrer un moteur du même type, si vous voulez bien me suivre. Un gaz léger, ici le xénon, sert de combustible. Smart One en emportait 80 kg dans son réservoir. Le xénon qui entre dans ce moteur, grâce à un processus électrostatique, se transforme en plasma. L'énergie électrique fournie par les panneaux solaires dissocie les ions et les électrons du xénon. Et les ions sont accélérés par un arc électrique. On obtient ainsi une poussée légère dite ionique ou plasmique. Les satellites d'observation terrestre ou d'exploration lointaine utilisent de plus en plus la propulsion électrique. Elle permet aussi des corrections d'assiette des gros satellites de télécommunications en orbite géostationnaire. L'énergie du Soleil fait défaut lors des longues missions d'exploration et le nucléaire prend le relais sous la forme de radioéléments, les radioisotopes. Cette application annonce la propulsion nucléaire proprement dite. Un type très simple de propulsion nucléaire est la propulsion radioisotopique. Une source d'énergie de type radioisotopique accouplée à un fluide, l'hydrogène par exemple, et qui sera réchauffé par la chaleur d'un réacteur nucléaire, finira par être accéléré dans un divergent, comme c'est le cas dans la propulsion chimique. Le concept existe. Ce qui est fondamental lorsque nous parlons de propulsion nucléaire à l'échelon du spatial, c'est d'abord de la rendre légère pour pouvoir voler sur un satellite, mais aussi et avant toute chose de la rendre sûre. D'autres applications, bien connues sur Terre, seront bientôt mises en œuvre dans l'espace. Le concept de voile solaire n'est pas très différent de celui que nous utilisons depuis longtemps sur nos bateaux.
Le vent spatial provient des radiations photoniques du Soleil ou de tout autre corps suffisamment lumineux. C'est un propulseur propre, mais les défis technologiques sont de taille et ne sont pas tous résolus. Nous devons utiliser des matériaux extrêmement légers et aussi capables de résister à des agressions diverses qui sont par exemple les micrométéorites qui peuvent trouer cette voile ou encore la radiation solaire elle-même qui peut déformer la structure de la voile. Il faudra trouver des solutions pour soutenir les grandes ailes spatiales par des mâts télescopiques, légers et résistants pour assurer la rigidité de l'ensemble. Avec le projet GeoSail, l'ESA travaille sur cette nouvelle forme de propulsion. L'énergie que possède tout corps en mouvement se transforme en une forme extraordinaire de propulsion dans l'espace. Si un vaisseau spatial approche d'une planète dans la direction de son orbite autour du Soleil, ce vaisseau capte un peu de l'énergie cinétique de la planète et ainsi accélère. C'est à l'ESOC, le centre des opérations spatiales de l'ESA à Darmstadt en Allemagne, que nous allons découvrir l'emploi de ce type de déplacement à coût zéro, mais d'une grande complexité et qui requiert une maîtrise absolue de la mécanique céleste. C'est pourtant devenu une routine. Si l'on envisage cette idée de billard de l'espace, on doit calculer le moment où le vaisseau spatial passe près de la planète, le moment précis et la façon dont cela peut être optimisé. Et il faut avoir beaucoup d'expérience pour mettre en place une trajectoire très complexe qui va finalement vous positionner sur votre trajectoire cible. Ces calculs sont le quotidien des hommes du Flight Dynamics à Darmstadt. Les routes des missions lointaines sont calculées et continuellement contrôlées. Pour les corrections de route, les hommes du Flight Dynamics se servent aussi des thrusters embarqués, sorte de petits propulseurs chimiques ou électriques. Si nous nous approchons trop de la planète, le vaisseau spatial risque d'être attiré par cette planète et de s'y écraser. S'il est trop éloigné de la planète, alors l'effet de cette gravité d'approche est trop faible. Il existe donc une distance optimale d'approche de la planète avec un effet maximal. Cela s'appelle l'effet fronde. Avec la première rencontre avec une planète, le vaisseau spatial accélère. Il acquiert une vitesse orbitale, il peut alors aller plus loin dans le système solaire où il peut atteindre la prochaine planète et cette prochaine planète s'empare à son tour du vaisseau spatial et le pousse un peu plus loin pour lui donner encore plus de vélocité orbitale. Il peut aller encore plus loin, atteindre un nouveau rendez-vous spatial et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on appelle le delta V, soit sa vitesse finale qui lui permet d'atteindre sa cible. Meilleur exemple de propulsion par assistance gravitationnelle, la sonde européenne Rosetta. Cet engin spatial a été lancé en 2004. Après avoir subi les effets de fronde en frôlant 3 fois la Terre et 1 fois Mars, la sonde sera captée par la minuscule orbite de son objectif, la comète Churyumov-Gerasimenko, et ceci après un périple de 5 milliards de kilomètres en 2014. Et ces longs voyages n'en sont qu'à leur début.